Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 7 février. Au sommaire aujourd'hui, un point financier, on monte à Bansant et on s'intéresse au comité référendaire contre la hausse d'impôts. En sport, on s'intéressera au Nyon Tchoukball Club et enfin en culture, honneur à Hiver à Soukcho sur scène et qui cartonne. Alexandre, lui, nous emmènera aux eaux de la Garenne et ce sera pour tout à l'heure. À Bansant, un comité s'est constitué pour demander un référendum contre la décision d'augmenter le taux d'imposition communale de 72 à 75%, une augmentation qui rapporterait, selon la municipalité, 150 000 francs supplémentaires. 200 signatures ont été récoltées. On reçoit aujourd'hui le comité référendaire. Michel Heitzmann, bonjour. Lorenzo Merlanti, bonjour également. Merci à vous d'être avec nous. Alors, un comité référendaire assez particulier puisque Lorenzo Merlanti, vous étiez ancien municipal. Michel Heitzmann, vous êtes candidat malheureux. Comité référendaire particulier ou pas? Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Particulier, non, pas spécialement, parce qu'au final, on essaye simplement de donner l'occasion aux citoyens de Bansant de pouvoir se prononcer en connaissance de cause et en ayant la totalité des éléments à leur disposition. Donc, non, c'est un acte démocratique. Ouais, les mauvaises langues diront que forcément, vous l'avez un peu mauvaise. Pourquoi? Pourquoi à vous de me dire. Mais moi, je ne l'ai pas mauvaise. Donc, justement, je vous pose la question, pourquoi les gens diraient ça? Non, ce n'est pas le cas. Je crois que là, il faut rester factuel, peut-être pas émotionnel. On nous a justifié cette augmentation d'impôts selon un surendettement que nous avons à Bansant, qui n'est vraiment pas le cas. Alors, si on regarde aujourd'hui le bilan qu'on a, on a 16 millions de dettes, mais il y a une particularité dans cette dette. Il y a 10 millions qui nous ont permis de construire une infrastructure scolaire à Bansant. Et en plus, aussi une piscine. Or, ces 10 millions, depuis 2021, c'est-à-dire l'année dernière, sont pris en charge par 10 communes qui forment l'association intercommunale scolaire de l'Esplanade, l'ESE. Et comme ils prennent en charge, comme cette association prend en charge cette dette, les habitants de Bansant ne sont responsables que du 10e de cette dette. Alors si vous partez de 16 millions, vous enlevez les 10 millions, ça fait 6 millions, et vous ajoutez le 1 million, on a une dette, une vraie dette de Bansant à Bansant de 7 millions. Ouais. Et ça représente que 4 900 francs par habitant, ce qui d'ailleurs est la moyenne vaudoise. Donc ce que vous nous dites finalement, Lorenzo Merlanti, c'est que tout va bien et que cette dette, elle n'est pas si grosse que ça. Et non seulement elle n'est pas si grosse que ça, mais en plus de cette diminution de la dette substantielle qui a été possible grâce au nouveau statut de l'ESE qui sont entrés en fonction en 2021, en vigueur, pardon, il y a un bas de laine, on va dire, sous forme de fonds affectés qui est à hauteur de un peu plus de 700 000 francs. Donc c'est une marge de manœuvre supplémentaire pour la municipalité et qui, encore une fois, s'ajoute à cette dette qui n'est pas celle qui a été annoncée par la municipalité actuelle. Et cette marge de manœuvre supplémentaire, il y a largement de quoi faire. Ouais, alors vous avez récolté 250 signatures, vous m'avez dit que vous êtes arrêté là parce que finalement vous en aviez assez. Il y a des gens qui n'ont pas voulu signer, d'autres qui ne voulaient pas signer parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'enjeu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens de Bansant n'ont pas vraiment notion à quoi ça sert. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que c'est leur argent, c'est leur commune, c'est l'endroit où ils vivent, c'est la communauté qui est formée par l'ensemble des citoyens. Donc c'est quelque chose qui les concerne, qu'ils le veuillent ou non. C'est leur quotidien qui va être impacté par la possibilité de la commune de faire face à ses engagements en termes de services, en termes d'infrastructures, en termes d'investissement pour le bien des citoyens. Donc 150 000 francs dans la poche, finalement, c'est quand même bénéfique pour ces services-là dont vous parlez. 150 000 francs, bien sûr, mais à ce moment-là, 200 000, 300 000, 4 millions, 10 millions, plus il y en a, forcément, mieux c'est, mais ce n'est pas le propos. Là, en l'occurrence, on a justifié une demande d'augmentation d'impôts avec des arguments qui ne correspondaient pas, puisqu'on parlait de surendettement, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Et il n'y a pas une nécessité pour la commune, pour faire face à ses engagements, d'avoir ces 150 000 francs. Puis au final, 150 000 sur 7 millions c'est des cacahuètes, c'est ce que vous allez me dire. Du tout. L'argent, c'est jamais des cacahuètes. Mais ça représente quand même un pourcentage qui est assez moindre. Ouais. Alors Michel Heitzmann, sans rentrer vraiment dans les détails et dans l'aspect complexe de la chose, quelles seraient vos pistes du coup, sans passer par cette augmentation des impôts? Il n'y a aucune piste nécessaire parce que
La commune va bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de surendettement, il y a de l'argent disponible. Maintenant, on n'attend qu'un plan législatif pour mettre justement des services nouveaux, pour assurer que tout aille bien. Autrement dit, ce que vous me dites, c'est que si on vous avait présenté un plan législatif, là, peut-être que ça serait passé ? Mais ça serait passé s'il y avait effectivement un service qui était demandé par la population, mais ça n'est pas le cas. Ou des investissements qui justifieraient qu'on augmente la marge de manœuvre financière de la commune. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est intéressant le point qu'on touche là, Lorenzo Merlanti, vous en savez quelque chose, puisque à l'époque, la municipalité avait d'ailleurs reçu un carton rouge parce qu'on lui reprochait un manque... Jaune, d'accord, allez, je vous l'accorde, jaune. Pas tout à fait rouge, mais avait reçu ce carton jaune par manque de transparence. Alors oui, ça c'était un des arguments qui avait été avancé. On ne va pas refaire le débat qui a été porté au conseil communal. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous reprochez la même chose finalement à cette municipalité-là ? On peut se poser en tout cas légitimement la question. On peut se poser légitimement la question au vu de certaines décisions qui ont été prises en un laps de temps assez court, puisque je rappelle que les nouvelles autorités sont en fonction depuis moins d'une année et que pendant cette période-là, il y a eu quand même des changements significatifs dans la gestion administrative de la commune et dans le service à la population. Entre autres, par exemple, ce qui concerne la bourse communale, moi j'aimerais bien comprendre comment on arrive à augmenter la charge pour le même service du double et qu'on dise qu'on fait des économies. Moi, j'ai de la peine à comprendre. Il y avait une boursière qui était en place. On a décidé d'externaliser ce service. Donc déjà, en termes de proximité, de réactivité, j'attends de voir comment ça va fonctionner. Mais surtout, la charge financière, c'est le double. Ouais. Donc là, je ne saisis pas où est l'économie. Michel Heitzmann, enfin pour terminer... Comment dire, pourquoi ne pas laisser finalement cette chance à cette nouvelle municipalité de faire le travail, elle, comme elle l'entend et comme elle le souhaite, puisqu'elle a aussi été élue? C'est vrai, elle a été élue. Par contre, en revanche, ils peuvent faire leur travail avec l'argent qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire les deux arguments qu'ils nous ont présentés, le surendettement, le manque de liquidité, c'est pas vrai. Alors on pourrait même se poser la question, mais pourquoi ils demandent une augmentation d'impôts et pourquoi l'ont-ils passé? Et si on réfléchit, il peut y avoir que deux explications. La première, c'est de l'incompétence, et la seconde est beaucoup plus grave, et c'est de la mauvaise foi. Souvenez-vous, ils ont fait campagne en nous disant qu'ils allaient assainir les finances de la commune. Mais il n'y a rien à assainir, tout va bien, c'est déjà très sain, donc peut-être ils nous font miroiter encore une illusion d'un cataclysme financier pour se poser en sauveur. J'espère que c'est que un manque de capacité. Ou un manque d'expérience peut-être. Donc en gros, ce que vous dites à cette municipalité, soit elle est incompétente, soit c'est une menteuse. C'est pas de bon augure pour Bassin. C'est pas les termes qu'on a employés, simplement on se permet de soulever cette interrogation et puis de se dire, mais au final avec les liquidités qui sont à disposition, avec la diminution de la dette substantielle, on peut se poser la question de la réelle pertinence de ce besoin d'argent supplémentaire. Infondé, enfin pour terminer, puisqu'on arrive au terme de l'interview, la suite pour ce comité référendaire, de quoi est-ce qu'il en va? Comment est-ce que vous allez opérer? Maintenant, on va argumenter, donner aux citoyens la possibilité d'être informés correctement, factuellement, et puis après ils décideront, parce que c'est quand même ça le jeu démocratique. Et notre objectif à la base, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était simplement de permettre aux citoyens d'avoir une compréhension globale de la situation, réelle, factuelle, et qu'ils puissent ensuite se prononcer. Oui. Lorenzo Merlanti, Michel Heitzmann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. La municipalité, bien entendu, invitée sur notre plateau si elle le souhaite pour venir contrer ces arguments-là. Allez-y. Attention, ça vous... on laisse place au débat démocratique quand même. Oui, complètement, mais ce n'est pas la municipalité parce que c'est une décision du conseil communal. Donc ce n'est pas la municipalité. Donc c'est le conseil communal qui doit venir défendre cette décision, pas la municipalité. Vous faites bien de remarquer, le conseil communal, on vous trouvera des opposants. Je suis sûre qu'il y en a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Et pour continuer, on s'en va à la Garenne retrouver Alexandre. Bonjour Michel. Bonjour. Alors je viens vers vous aujourd'hui au zoo de la Garenne puisque vous avez récemment annoncé votre démission prochaine de la direction de ce zoo. Ce sera pour cet été. Première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi ? Pourquoi ? Moi je suis issu du monde scientifique. Là je suis venu à la Garenne par rapport à ces missions, donc ça fait déjà maintenant 9 ans.
Et puis voilà, on est arrivé à un point où la Garenne marche bien, le parc est en place, les équipes sont en place, les animaux vont bien. Et voilà, et donc une très bonne fréquentation. Donc c'était pour moi, je pense, le moment aussi de céder la place à quelqu'un qui va amener de nouvelles choses. Donc nouveau défi professionnel, c'est ça? Pour moi, oui, je reviens, en fait, je pars à ce qui s'appelle le Sciencescope à l'Université de Genève. C'est un espace de médiation scientifique. Ouais. Donc pour moi, je reviens dans le monde académique. Ouais. Au niveau de votre remplacement, on connaît déjà le prochain directeur ou la prochaine directrice du zoo de la Garenne? Non, donc là, on a lancé l'annonce aujourd'hui, en fait, pour essayer de, voilà, pour trouver quelqu'un le plus rapidement possible. On a quand même 6 ou 7 mois devant nous pour trouver quelqu'un. Et puis là, l'annonce va être diffusée à partir d'aujourd'hui. Ouais. Là, on est dans la volière des gypaètes, hein, qui est déjà absolument immense, hein, mais qui est destinée à ce qu'ils puissent se reproduire pour avoir des poussins qui vont être remis ensuite dans les Alpes ou maintenant dans d'autres pays où ils avaient disparu depuis un siècle. Ils sont juste derrière nous, là, on les voit. Donc c'est un jeune couple, hein, alors pour les gypaètes c'est jeune, il a 7 ans. Ouais. Et ils vont commencer à se reproduire normalement, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, ça met beaucoup de temps, mais après ils peuvent vivre très longtemps. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces 9 ans à la tête du zoo de la Garenne? Ce que je retiens, c'est qu'on a réussi, je dis on, c'est à la fois on a le conseil de fondation, toutes les équipes en place, et qu'on on a réussi notamment en 2016, et puis avec de très nombreuses entreprises aussi locales, en 2 ans à construire un tout nouveau zoo, et puis à redémarrer de zéro en mars 2016, et puis maintenant pour remplir les missions, hein, donc on a un centre de soins, on fait de l'éducation, et ça c'est ce qu'attendait en fait le conseil de fondation, c'est ce nouveau zoo, avec vraiment le but de remplir nos missions, hein, qui sont vraiment d'aider la faune sauvage. Oui, justement, j'allais vous dire, l'ADN du zoo de la Garenne, c'est quoi pour vous? Nous, notre raison d'être, en fait, c'est vraiment comment on peut aider la faune sauvage et locale, hein, donc la faune suisse. Ouais. Donc, vous voyez, là, on a les bouquetins, avant, on avait les gypaètes. Donc, on est à la fois centre de soins, donc ça veut dire qu'on va soigner des animaux que les blessés ou en détresse que les gens vont nous amener. Et puis, on va toute une mission d'éducation, de sensibilisation à ce que les gens, comme là avec les bouquetins, aient ce contact, hein, le plus proche possible, hein, sans les toucher, mais pour se sensibiliser à vraiment le patrimoine suisse, quoi, en espérant ensuite que les gens, une fois sensibilisés, aident aussi à le protéger. Alors là, ça y est, on voit... Là, on a les sangliers. Ouais. Donc on en a plusieurs qui avaient été amenés par le service de la faune avec lequel on travaille, qui étaient en perdition dans le lac Léman, qui était petit. Donc on les avait récupérés Puis voilà, ils ont pu vivre ici. Alors ils étaient trop petits, ensuite ils étaient très attachés, donc on n'a pas pu les relâcher. Donc ils ont fini avec nous là au parc de la Garenne. Combien d'espèces on peut trouver ici au zoo de la Garenne? Un petit rappel, presque 60. Voilà, presque 60. Ouais. Toutes des espèces suisses, hein, locales. Ouais. Et combien d'animaux au total? Alors exactement, je sais, on a près de 200 animaux, hein, mais sans compter les fourmis par exemple. Mais voilà, là on arrive près de l'enclos des lynx. On en voit un, je ne sais pas si vous le voyez, qui est juste derrière les arbres là. Alors, il faut ouvrir l'œil, effectivement. Voilà, alors c'est ça aussi, hein, qu'on veut aussi à la Garenne. C'est sûr qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que les gens puissent le voir tout de suite, immédiatement. On est quand même dans des conditions où les animaux sont effectivement dans un environnement le plus proche possible de leur habitat. Ça veut dire que les lynx, on peut avoir du mal à les trouver. Mais vous avez des personnes qu'on appelle les naturalistes dans le parc qui vont aider les gens à essayer de les voir. Donc on peut passer à côté du lynx. Alors bon là, il est derrière ces arbres, là, puis c'est un peu couché. Quand on a un peu l'œil, on les trouve facilement. On a un autre qui dort plus loin là-bas, mais voilà. Et on s'aperçoit, dans la nature, vous pouvez passer à côté d'un lynx, hein, et vous verrez rien du tout. Ouais. Est-ce que vous avez un chouchou parmi les animaux? Est-ce que vous avez une relation particulière avec, je ne sais pas, une préférence, peut-être les loups, les lynx? Non, mais ça va surprendre parce que c'est pas du tout. Moi, ceux que j'aime bien, c'est les cochons laineux. Ouais, qui sont en fait une espèce domestique, une race domestique, mais parce que ils sont. Voilà, j'aime bien, quoi. On a une relation très sympa avec eux. Ils sont toujours. Après, moi, les loups, c'est très particulier. Les lynx, c'est très particulier. Ouais. Voilà, en train de repasser en haut là. Ah voilà. Les deux, ils sont les deux ensemble. Ouais. Alors, on voit le duo de loups. Alors, ils s'appellent comment ces deux-là? Ils ont quel âge? Tilas et Tima. Ouais. Tilas et Tima, ils sont frères et sœurs, il me semble. C'est ça, ouais. Et ils ont quel âge?
Là, ils ont autour de 7 ans. Je crois qu'ils sont nés en 2014, ouais, donc presque 8 maintenant. Ouais. Ils sont nés ici à la Garenne? Ils sont nés, voilà, pas dans ce parc-là, en fait, donc dans le précédent, avant qu'on ouvre ici. Ouais. Très bien. Bon, ben, Michel Gauthier-Clerc, j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Mais merci à vous d'être venu. D'avoir accordé cette interview. Et puis, eh bien, belle continuation du coup dans votre parcours professionnel. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis, une très bonne journée. Merci à vous. Michel. Au revoir. Le championnat de tchoukball bat son plein. À Nyon, les Lakers maintiennent leur place dans le quatuor de tête de Ligue A, tandis que les Novios se sont surpassés avec enfin une victoire en Ligue B. On en parle avec l'entraîneur et la présidente du club, David Montero. Réanne Maspero, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour résumer, on va donner la parole déjà à la présidente. Comment est-ce que vous résumez ce début de saison en quelques mots pour le club? C'est un super début de saison. Là, le club est remonté en Liga. C'est la première saison qu'ils font une entière en Liga. Ils ont des très bons résultats. On a eu pas mal de renforts qui sont venus un peu des clubs extérieurs. Donc on a pu monter une équipe super compétitive. Ce qui nous a aussi permis en parallèle d'avoir une deuxième équipe de Ligue B qui est plus un vivier pour les petits jeunes qui veulent évoluer, qui veulent découvrir le monde du championnat, puis qui apprennent en fait. Ouais, une Ligue B qui a pu reprendre d'ailleurs, puisque tout s'est arrêté à un moment. J'imagine que là aussi, ça fait du bien. Exactement, ouais. C'était compliqué. On a eu pas mal de fois en fait, où on a dû s'arrêter sans savoir exactement comment est-ce qu'on allait pouvoir reprendre, avec les masques, sans les masques, avec les vaccins, enfin voilà. Mais par contre, ouais, c'est quand même bien que cette année, on ait pu ne pas déclarer une saison blanche. Ouais. Alors, par rapport, vous, à votre résumé de ce début de saison, comment est-ce que vous analysez, peut-être si on prend déjà la Ligue B, quel bilan vous en faites jusqu'ici? Alors, la Ligue B en soi, moi je m'en occupe pas énormément, mais c'est vrai que d'après ce qu'on a eu, il y a quand même des bons résultats. Et c'est surtout pour motiver les juniors, parce qu'il y en a quand même passablement qui sont très jeunes, entre 14 et 15 ans. Normalement, c'est quand même de la Ligue, c'est pour les jeunes adultes. Donc là, ça leur sert un petit peu de tremplin. Après, nous, c'est plus en termes de Liga où on est content cette année. On a fait un bon premier parcours. Donc là, on commence seulement les matchs retour. Et on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est sûr que ça donne de la force et de l'espoir pour la suite. On a l'impression, en tout cas, que le Nyon Tchoukball Club aujourd'hui fait la différence aussi en Suisse, qui fait aussi sa place. Pourquoi? C'est dû à quoi, selon vous, Réanne? On a toujours eu un mouvement junior qui était assez développé, donc on a participé un peu à tous les tournois un peu partout dans toute la Suisse romande. Donc on est connu pour avoir un bon réseau de développement de ce mouvement-là, ce qui permet d'aller en avant. Dans l'équipe de Liga, il y a quand même beaucoup de joueurs qui, à la base, ont commencé dans le club comme junior. Et puis, après, il y a des clubs qui ont que des sports d'élite. Donc c'est un peu plus difficile à se faire connaître. Ouais, donc, le gros vivier, c'est Genève, c'est le plus gros club de Suisse. Après, au niveau il y a Delémont qui se développe beaucoup aussi. Et après, il y a les équipes du canton de Neuchâtel et Nyon, on est à peu près dans le même stade de développement. Ouais, à tel point que vous organisez d'ailleurs la finale du championnat en juin, je crois, à Nyon. C'est ça, tout à fait. C'est le 17 ou le 19, pardon. C'est le 19, donc c'est la journée de finale pour le championnat. Et c'est toujours un moment de fête avec toutes les équipes. On espère d'ici là qu'on puisse avoir pas mal de monde dans le public, mais voilà, on reste quand même focus sur le fait que ça va être vraiment la fête, quoi. Oui. Tout le monde sera là et présent. Ouais, jouer pour le plaisir surtout, du gros niveau, mais jouer pour le plaisir. Enfin, s'il fallait donner vos objectifs pour les prochains matchs, qu'est-ce que vous dites aux différentes équipes? Pour les différentes équipes, alors déjà pour la Ligue B, je dirais de continuer sur cette lancée. Ils sont en train de progresser vitesse grand V. C'est vraiment bien pour ces juniors. Ça reste, comme dit Réanne, le plus important pour développer le club. Après, pour la Liga, c'est vrai que si on garde le même rythme, on va arriver dans l'objectif de départ, c'est-à-dire les 4 premières équipes, pour ensuite présenter notre équipe lors de cette journée de finale. Et j'espère qu'on fera la surprise. Ouais, Réanne, c'est vrai qu'on vous ressent sur le plateau, on en parlait sous forme de boutade. C'est vrai qu'on a tous fait ou pas du tchoukball à l'école. On en rigolait tout à l'heure, vous me disiez, c'est vrai que le tchoukball à l'école, il y a trop de règles, on ne s'amuse pas assez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on casse un peu cette image, aujourd'hui, en tout cas dans les clubs?
Dans les clubs, on essaye de montrer que c'est un sport qui peut être joué par tous, quel que soit l'âge, petit, grand. Après, il faut adapter les règles un petit peu, il faut adapter le mode de jeu, mais c'est vraiment accessible à tous. Et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans les écoles, de montrer à tout le monde qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que vous n'avez pas aimé le tchouk à l'école que vous n'allez pas l'aimer en club. On lui redonne sa chance. David Montero, Riyad Maspero, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. Et du sport, on passe à la culture avec le roman multiprimé d'Elisa Choix du Sapin qui est actuellement en pleine tournée dans sa version théâtrale. Ça s'appelle Hiver à Sokcho. On regarde un extrait et on reçoit tout de suite après le metteur en scène. Qu'il soit prévenu, il n'y avait pas grand-chose à faire en hiver. Vous ne vous ennuyez pas trop? Votre petite amie? Franck Semler, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous voit non seulement sur scène, mais on vous doit aussi cette pièce puisque vous en êtes le metteur en scène, une première. Qu'est-ce qui vous en a donné envie? Qu'est-ce qui m'a donné envie de passer à la mise en scène? C'était une commande qui m'a été faite par la directrice du centre culturel de Port-Entruy, Marie-Claire Chapuis, qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire un midi-théâtre ?» qui sont des spectacles qui se jouent à midi un petit peu partout en Suisse romande. Et j'ai répondu oui. Et... Sans être trop convaincu. Non, oui, mais je ne savais pas quoi faire. Enfin voilà, c'était pourquoi pas. Tentons la chose, ça fait 25 ans que je fais ce métier en tant qu'acteur, et je me suis dit, allez, je vais enfin passer à la mise en scène. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai lu ce livre, j'étais en vacances, j'ai lu ce livre, et je me suis dit, mais c'est super, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a quelque chose à faire. Ça parle de cuisine en plus, midi-théâtre, donc c'est très bien. Et puis, ça parle de bande dessinée. Puisque c'est la rencontre entre une jeune femme en Corée et un dessinateur de BD. Et je me suis dit, chic, je peux mettre mon pote Pitch Comment, qui est dessinateur de BD, sur scène. Ouais. Je ne savais pas encore de quelle manière. Et voilà, tout s'est goupillé. J'ai appelé Elisa Choix du Sapin, que je ne connaissais pas personnellement. On s'est mis d'accord qu'on faisait l'adaptation ensemble. Et voilà, le projet est né comme ça. Ouais, le projet est né, mais c'est vrai que le roman a été primé plusieurs fois, un roman à succès. On a l'impression que finalement, tout le monde s'est un peu tiré vers le haut. Alors, je vais quand même... C'est pas parce que le spectacle s'est fait que le roman a reçu des prix. Il les a reçus avant. Le livre est sorti en 2016. C'est vrai que tout récemment, là, il vient de recevoir le National Book Award, qui est un prix prestigieux aux États-Unis, en tant que meilleur roman traduit en anglais de l'année, ce qui a évidemment tiré la pièce vers le haut. Après, la pièce, voilà, ça marche bien, c'est super. Peut-être que ça va aider un petit peu aussi les ventes, et c'est formidable, mais c'est la qualité du roman avant tout. Quelle autre lecture ça a donné selon vous? En tout cas, quelle autre lecture vous vouliez y apporter en tant que metteur en scène de ce roman-là? On va dire que sur la scène, forcément, c'est pas le même art entre un roman et une pièce de théâtre. Un roman, vous savez ce que c'est, on le prend, on le lit, on l'arrête, un moment on le lit le soir, on s'endort, on revient un chapitre en avant. Si on n'a pas compris quelque chose, on peut toujours... Là, il y a une temporalité qui est différente. Vous entrez dans une pièce, dans une salle de théâtre, et vous en sortez 1h30 après. Et forcément, ça induit une implication de la part du spectateur qui est autre. Je ne sais pas si on a véritablement une autre lecture du roman, même si on a changé 2-3 choses parce que l'autrice elle-même, Elisa, était tout à fait d'accord. Les années avaient passé et elle voulait peut-être que son personnage ait un tout petit peu plus de tonus, enfin, je vais rien dévoiler, mais que dans le roman. Voilà, on regarde le suspense. Mais forcément, le passage à la scène induit d'autres choses. Et par contre, le dessin, l'apport du dessin en direct de Pitch Comment permet de nous emmener dans l'atmosphère et dans l'ambiance de la Corée et aussi de l'univers de BD qui est décrit dans le livre. On a l'impression que c'est finalement une pièce qui rassemble tout, hein, tant le dessin que l'aspect théâtral. Est-ce que c'était une volonté aussi que vous aviez de toucher un petit peu à tout ?
Ça s'est trouvé comme ça. Le roman parlait de ça. Moi, ça correspondait à plusieurs des passions que j'ai. Évidemment la scène, puisque c'est mon métier, et la BD, dont je suis absolument fan et féru. Et pouvoir mêler les deux arts, en plus de ce très très beau livre, c'était... Ouais, voilà, je suis ravi de ça. Ouais, alors vous jouez notamment à Rolles les 8 et 9 février. On peut déjà dire que tout est complet. C'est un peu le cas un peu partout, hein. À quoi est dû ce succès, selon vous? À quoi est dû un succès? Surtout à l'époque actuelle, où les théâtres ont peut-être du mal à se remplir. Il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être l'envie des gens de retourner dans les salles. C'est un spectacle assez populaire. On le voit dans les images. Il y a un côté peut-être très attirant par le côté BD qui donne peut-être envie. L'actrice Isabelle Caillat, qui est une actrice absolument magnifique, qui vient de remporter le prix Suisse Perform pour sa performance dans la série Cellule de crise, où elle avait le rôle principal face à André Dusselier. Donc c'est quelqu'un que les gens connaissent aussi. Pitch Comment est un satiriste aussi connu par Vigous, Le Matin Dimanche, quelqu'un de connu. Élisa Choix du Sapin, le National Book Award, l'a mis très en avant. Ça, c'est pour l'avant, et puis peut-être que maintenant le bouche à oreille se fait. Il tourne dans tous les cantons romans, ce spectacle. Et peut-être que les gens se le disent, et on est ravis si c'est le cas, si ça plaît au public. Ouais, un avant, un après, est-ce que pour vous, en tout cas, il y en aura un? Est-ce que ça vous a donné envie de continuer ce travail de mise en scène? La mise en scène, on verra. C'est très difficile à dire. Vous savez, je fais ce métier depuis 25 ans, j'ai joué dans beaucoup de spectacles. C'est avant tout ça ma passion, mon envie et ce qui me motive. Après, si ça se passe de manière aussi fluide que là, où j'ai une demande... Et puis, sinon, ça se passe bien, c'est ça, tout était facile. Mais c'est-à-dire que tout le travail en amont que certains de mes collègues arrivent à faire très très bien, c'est quelque chose qui m'a toujours freiné, ça a toujours été un mur pour moi. On verra maintenant, peut-être, mais aucune certitude. Par contre, jouer, oui, ça toujours. Ça s'appelle Hiver à Sokcho et c'est à voir au Casino Théâtre de Rolles les 8 et 9 février. Est-ce qu'on peut donner d'autres dates? Vous les avez peut-être en tête? Oui, bien sûr. Dans le coin, en tout cas, si vous vouliez voir le 8 et le 9 février et que c'est complet, vous pouvez venir le 8 mars à Beausobre, à Morges. Il reste encore des places. Et sinon, on joue aussi ce week-end à Port-Entruy. On joue à La Chaux-de-Fonds les 10 et 11 mars. Et puis le 13 mars, on finit cette tournée cette année à Moutier. Puis on espère qu'il y aura une autre tournée... Ouais, nous aussi, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu déçus de ne pas pouvoir venir, vu que tout est déjà complet, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franck Semla, et très belle journée à vous. Merci à vous aussi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.